Bonjour à tous, aujourd'hui une première vidéo sur Socrate et Platon. Nous allons décomposer en deux ou trois vidéos Platon et Socrate puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment super important à comprendre puisque ce sont les deux auteurs qui sont vraiment à l'origine de la philosophie telle qu'on l'entend encore aujourd'hui et qui ont donné un certain nombre de principes et d'idéaux qui sont encore valables aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer avec un texte très très connu qui est celui de l'Apologie de Socrate qui a été faite par Platon. Mais avant ça, on va essayer de commencer par une brève introduction sur Platon et Socrate, sur cette espèce de couple improbable entre d'un côté un Socrate qui est souvent qualifié de laid physiquement, qui est beaucoup plus dans l'introspection, dans la remise en question, dans l'ouverture à l'autre, et un Platon qui est beaucoup plus distant, beaucoup plus porté sur le monde des idées, sur ces idéaux-là, et qui est contrairement à Socrate, un jeune homme plutôt élégant, qui incarne cette belle jeunesse athénienne, au sommet de sa gloire, qui s'intéresse de près à tout ce qui touche à la politique. Donc vraiment, on a un homme du monde, un homme qui représente un peu cette Grèce antique, et de l'autre, un espèce d'électron libre, un Socrate, qui prend un peu la posture du médecin pour accomplir ce qu'on appelle la maïotique, c'est-à-dire faire accoucher des idées. Donc voilà, déjà bien avoir en tête ce couple un peu improbable entre une sorte de yin et de yang, entre Socrate et Platon, et et qui demeurent inséparables quand on les étudie. Donc Socrate a la particularité de ne pas avoir laissé d'écrit. C'était un philosophe oral principalement, qui faisait d'une certaine manière une sorte d'introspection par le dialogue et essayait de convaincre et de faire comprendre à l'autre le sens de ses actes et de ses mots. Donc dans la plupart des dialogues que va mettre en scène Platon, on va retrouver ce personnage de Socrate qui justement va questionner l'autre, mais en fait il faut bien comprendre que ce questionnement, c'est un questionnement qui est interne à l'homme. C'est le questionnement que nous avons et nous devons avoir en nous-mêmes. Donc il extériorise d'une certaine façon quelque chose qui doit se faire de manière intérieure. Et donc c'est un peu le génie finalement de Platon, c'est de trouver cette forme particulière du dialogue qui nous permet de voir le cheminement de l'esprit, en fait, le cheminement de la pensée, tout simplement. Et qui est une assez belle leçon de ce point de vue-là. Donc, je le disais, nous avons commencé par les textes de l'Apologie de Socrate, donc l'Apologie qui relate le procès qui condamne Socrate à mort et qui, en même temps, va faire naître le mythe de la philosophie et va permettre à la philosophie d'exister, puisque, d'une certaine façon, Socrate va en être le prophète, va en être le martyr, d'une certaine façon, puisqu'il va accepter de mourir pour son idéal, pour celui de la philosophie. Donc son procès a lieu en 399. Il y a trois accusateurs principaux qui sont Mélénos, Anytos et Lycon. Donc les trois vont porter des accusations assez vives sur Socrate, puisqu'on va avoir trois chefs d'accusation principaux, qui sont le fait qu'il refuse les dieux de la cité, le fait qu'il corrompt la jeunesse, et également le fait qu'il crée de nouvelles divinités au sein de la cité. Et donc évidemment, il va y avoir deux temps dans ce procès, d'abord une accusation et une réponse assez bien menée par Socrate, et ensuite la condamnation qui va être prononcée, et on va essayer de s'entendre sur la peine, et donc c'est la deuxième partie du procès. Et donc Socrate va aller jusqu'au bout des choses et demander finalement une peine de mort plutôt qu'un exil ou un emprisonnement. Et donc on va avoir finalement cet affrontement, en fait, qui est un des premiers affrontements de manière publique, entre des sophistes, les accusateurs de Socrate, ceux qu'il appelle les sophistes, c'est-à-dire ceux qui savent utiliser l'art de la rhétorique,
qui savent utiliser la parole, qui savent faire de belles phrases pour persuader, mais qui ne cherchent pas la vérité, qui cherchent simplement à établir et à faire accepter aux autres leurs idées. Donc il va avoir un discours très virulent à leur égard, et c'est peut-être ça aussi qui va participer à l'issue de ce procès, enfin qui va entraîner l'issue de ce procès. Et donc on va avoir petit à petit un dialogue très intéressant de ce point de vue-là, puisque il marque finalement la naissance d'une forme de justice nouvelle que Socrate défend, une justice qui tienne compte des idées et des principes plus que des simples accusations qu'on peut porter sur quelqu'un. Donc de ce point de vue-là, c'est assez novateur, et donc, comme je le disais, ce procès est très important puisqu'il va marquer la naissance d'un mythe, la naissance de l'image de Socrate, qui va être véritablement mise en scène par Platon, hein, pour en faire un martyr finalement de la bêtise et de l'ignorance, et on va avoir vraiment la première victime de l'opinion, telle qu'on la qualifie en philosophie, et donc ça va marquer la naissance de cet amour de la sagesse, philosophia, amour de la sagesse, qui est consacré par la mort finalement de Socrate. Il est mort pour cet amour qu'il avait de la sagesse, et d'ailleurs il confirme son choix, hein, de manière assez pertinente dans le Criton. Criton, c'est un de ses amis qui va lui proposer de s'enfuir à l'issue de ce procès, plutôt que d'accepter la mort, mais Socrate va confirmer son choix et va affirmer que la mort juste est préférable à la vie injuste, et qu'une vie sans philosopher est une vie qui n'aurait aucun sens, et qu'il vaut mieux mourir plutôt que de ne pas pouvoir philosopher. C'est un véritable manifeste vraiment sur la question de la liberté, et il faut bien comprendre qu'à l'époque c'est très novateur, hein, cette approche qu'a eu Socrate finalement au cours de son procès, et également cette idée qu'il va défendre, c'est-à-dire que il y a des experts qui existent, et les experts, ce sont les lois. Et donc, on ne peut pas aller à l'encontre des lois, et il va se plier finalement à ces lois, même si les lois humaines peuvent être injustes, il y a des lois divines qui, elles, ne peuvent pas être transgressées. Donc voilà un peu pour cette apologie.